On est l'été de l'année dernière, juillet 2025, et là il y a un post né sous X, je ne savais pas si je pouvais la faire celle-ci, mais qui dit OK, nous on travaille, on sort un nouveau outil TimesTack, TimesTack DB, c'est une base de données avec TimesTack Query, côté client, on n'a rien compris. Et on ne devait pas être les seuls, parce que tu postes, c'est une base de données ça sorry, petite question, c'est un ORM, j'ai rien compris. Et il y a des gens qui avaient l'air d'avoir compris, ou c'était des hype-driven développeurs, j'en sais rien, mais j'installe tout de suite. Et du coup, on s'est dit, on va creuser, et ça mérite même une conf, parce que c'est une drôle de bête, TimesTackDB, et ça s'intègre bizarrement dans le paysage, donc on va en faire une conf. Et donc, pour expliquer ça, on va remonter un petit peu en arrière, en 50 avant Jésus-Christ. Et c'est l'histoire, enfin c'est un truc qui est passé un peu à travers des mailles des historiens, mais à un moment donné, Panoramix a failli faire un burn-out. Donc on était dans le village gaulois d'Astérix et Obélix, tout allait très bien, et ils avaient même compris que la potion magique c'était trop bien pour taper sur les Romains, mais aussi trop pratique pour faire le boulot de la vie de tous les jours. Et du coup, ils avaient vachement de temps libre parce qu'ils allaient beaucoup plus vite, ils pouvaient faire banquer tous les soirs, c'est génial, tout le monde est heureux, mais il y a une personne qui a le regard un peu dans le vide, qui commence à frôler le burn-out, et c'est notre ami Panoramix. Et oui, parce que Panoramix, lui, toute la journée, il travaille d'arrache-pied pour faire ses potions, et pourtant, à la fin, comme il y a une consommation beaucoup plus grande que d'habitude, le stock reste vide, il n'arrive pas à suivre. Du coup, réunion au sommet, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, le chef a parlé, la décision est prise. Astérix et Obélix vont t'aider avec les ingrédients Panoramix. Panoramix, trop content, il demande à Obélix, est-ce que tu peux aller me chercher du ghee et du... Ah, Obélix est déjà parti chercher du ghee. Il est rapide, ce Obélix. Et du coup, il me faudrait 3 brins d'orge et... Encore une fois, bon ok, on a compris. Et puis 2 l'écume de vague quand même, parce que j'en ai besoin. Et voilà. Et donc à chaque fois, Panoramix, il attend Obélix qui va chercher ses ingrédients. Et c'est un peu long. Le lendemain, il se dit, je vais peut-être prendre quelqu'un qui a un peu plus de matière entre les deux oreilles. Il demande à Astérix, il dit, Astérix, est-ce que tu peux me chercher du ghee? Et là, Astérix reste, 3 brins d'orge et de l'écume de vague. Et là, Astérix, il dit, ok, pas de problème, il y va. Et donc, il part chercher du ghee, 3 brins d'orge, de l'écume de vague, et même des glands du grand chêne, parce qu'il sait que Panoramix en a souvent besoin. Quand même prévoyant, ce petit Astérix. Et là, on pourrait se dire, en vrai, quelle est la meilleure stratégie pour aller chercher les ingrédients? Alors, intuitivement, tout de suite, tout le monde se dit, Astérix, j'ai pas envie d'attendre à chaque fois, oui, bien sûr. Mais oui, on va quand même défendre un peu notre Obélix. Il y a quand même des choses qui marchent bien dans la stratégie d'Obélix, ou moins bien dans la stratégie d'Astérix. Exemple, Astérix, vu qu'il ramène plus d'ingrédients que nécessaire, ça demande de gérer des stocks. Ça, il faut le gérer. Et les stocks, c'est des ingrédients, ça périme. Il faut le gérer aussi. En plus, il y a une autre chose, c'est que Panoramix, lui, il fait aussi un peu le médecin du village. C'est-à-dire qu'il va préparer des potions pour les migraines, les mal de genoux. Et ça, à moins d'avoir toute la forêt dans son stock, il y a un moment donné, il y a des trucs imprévisibles. Et donc, c'est pratique de pouvoir envoyer un Obélix en urgence chercher quelque chose. Et enfin, un argument qui pour le coup est contre Obélix et pour Astérix, c'est que maintenant qu'on va gérer notre stock avec nos dates de péremption et tout, avec la stratégie Astérix, si les Romains font un siège, on peut encore survivre un peu, on peut créer de la potion magique grâce à notre stock, et donc on peut survivre. Et donc pour gérer ce stock et ces dates de péremption, ils ont demandé aux petits jeunes du village, iPhonix, ils ont dit iPhonix, il faudrait que tu nous fasses une petite applix. Et il leur a fait. Et du coup, avec Delphin, on est allé en Armorique pour aller voir à quoi ressemblait cette application. Du coup, voilà, on est dessus, on a une application assez standard, on a un petit dashboard pour faire un récap de tout ce qu'il y a dans le village. On a une page d'ingrédients, pareil, très standard, une liste avec de la pagination. Dès qu'on clique sur suivant, on va chercher la page d'après, tout va bien. On a des fils, des catégories, et iPhonix il s'est dit, ok, j'ai fait une app pour les ingrédients pour Panoramix, mais maintenant qu'on a une app avec des ingrédients, ça pourrait être cool d'avoir en plus une gestion des recettes, comme ça c'est pratique. On a du coup une page de recettes, avec pareil une liste, une pagination, et si on va voir la recette, on a lié les recettes et les ingrédients, donc on sait de quel ingrédient la recette a besoin, et s'ils sont oui ou non en stock. Donc c'est vraiment trop pratique, il a fait du travail en plus que ce qu'on lui avait demandé, et si on va dans la page des ingrédients, on a les informations sur le stock avec la possibilité de les changer. Donc là, par exemple, si j'ai 10 poissons, hop, ça se met à jour, parfait. Bon, il a mis des petites pubs pour Monoprix, parce que bon, faut bien qu'il se fasse un peu d'argent de poche, mais... Et voilà, il a aussi mis une petite carte du village
avec OpenStreetMap, ça existait déjà à l'époque, pour pouvoir savoir où c'est qu'on va chercher les ingrédients. Et donc ça, c'est génial. Et du coup, nous, on s'est demandé, ce genre d'application assez standard, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on faisait ça au départ? Du coup, prenons la liste des ingrédients, pour avoir un cas simple, on va faire notre composant, ici c'est du React, mais bon, ça marche avec n'importe quoi. On a une liste d'ingrédients, dedans la première chose qu'on va vouloir faire, c'est mettre un état, donc un state en React, pour stocker la liste. Ensuite, on va vouloir gérer un appel, donc on va aller fetcher la donnée pour remplir notre état. Mais qui dit appel réseau dit loading, parce qu'évidemment on veut que ce soit quand même agréable pour les utilisateurs, donc on rajoute un état pour faire du loading. Qui dit appel réseau dit gestion d'erreur, donc on rajoute encore un gestion d'erreur, et là voilà, ça y est. Bon, ça a dépassé de la slide, c'est bien la preuve que c'est fastidieux. Du coup, si on prend un schéma pour régler ce genre de problème, qu'est-ce qu'on a? On a un serveur et deux pages qui ont besoin de la même requête. On a la liste d'ingrédients qui veut chercher la liste d'ingrédients et la page de détail d'une recette qui a elle aussi besoin de la liste des ingrédients pour savoir quels ingrédients il y a dans la recette. Le truc un peu standard qu'on se dit qu'on pourrait vouloir faire, c'est les deux pages appellent les ingrédients. Ça fonctionne, mais ce qui est dommage, c'est que si on passe d'une page à l'autre, on va faire les deux appels alors qu'on n'aurait peut-être pas besoin de le refaire. Du coup, la solution qu'on peut se dire, c'est on englobe tout dans un composant app parent, et c'est lui qui va faire la requête. Génial, comme ça, il gère ça, on fait la requête à un seul endroit et elle est faite qu'une seule fois, tout va bien. Mais là, si on a une autre page, comme celle de la liste des recettes, qui n'en a pas grand-chose à faire de la liste des ingrédients, ce qui est dommage, c'est que si on va sur la liste des recettes, on fait quand même l'appel. Un peu dommage. Du coup, pour gérer notamment ce genre de soucis et bien d'autres, on a créé le pattern flux, donc avec des actions, des réducteurs, des stores. Dans ce cas-là, dans notre problème, c'est l'action qui va faire l'appel réseau. Et ensuite, on a plein de relations entre les différents éléments. L'action va appeler le réducteur qui va appeler le store va être appelé par les pages qui en ont besoin, les pages vont appeler l'action pour déclencher. Et donc on voit bien que c'est un peu complexe. Dans les librairies de store, je vous ai mis quelques exemples, mais voilà, c'est ce pattern-là, c'est ces librairies qui implémentent le pattern flux. On va parler de Redux, un peu peut-être celle qui est la plus connue dans l'écosystème React. Pardon. Mais nous, on trouve que c'est encore un peu fouillis, et on a une autre solution qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est TanStack Query. Donc le but de TanStack Query, ça va être de supprimer tout ce qui est store et de s'interfacer à la place. Donc qu'est-ce que c'est TanStack Query? On va essayer de faire rapidement là-dessus, mais c'est une gestion de cache intelligente, pas de rendering inutile, puisque du coup, on appelle vraiment que quand on en a besoin et on ne re-rend pas si on n'en a pas besoin, et de la synchronisation automatique, semi-automatique. Donc ça, c'est très bien. Et quelle gueule ça a dans le code? Du coup, TanStack Query, ça se base sur deux utilitaires principaux. Le useQuery, qui est l'utilitaire qui va nous permettre de faire les queries, qui, du coup, on lui donne notre appel. TanStack Query n'est pas là pour gérer nos appels, c'est vraiment nous qui nous donnons notre appel. Donc là, c'est le fetch JavaScript. Ensuite, il va prendre une clé de cache qui va lui permettre de gérer le cache intelligemment, comme je vous l'ai dit avant. Et ensuite, il nous retourne plein de petits utilitaires pour gérer notre loading, nos erreurs. Donc là, on voit déjà que par rapport au code qu'on avait tout à l'heure, on a gagné vraiment beaucoup de place. Et ensuite, si on veut faire des modifications utilisateurs, on a le use mutation qui est ici pour faire les requêtes patch, post, put, delete, etc. Et lui, ça reprend à peu près les mêmes paramètres, mais la chose qui diffère, c'est qu'il nous renvoie un petit utilitaire mutate qui va nous permettre de déclencher l'appel. Donc ici, par exemple, on déclenche un appel de création au clic sur un bouton ou à la soumission d'un formulaire. Et du coup, c'est ici que TanStack rentre un peu en jeu avec une gestion de cache aux petits oignons. On a la possibilité de mettre dans nos useQuery une petite option qui s'appelle le stale time, qui va définir le temps que nos données vont rester stale. Donc, on va dire, le temps avant que nos données deviennent staled. Donc, ça veut dire que TanStack Query ne va pas essayer de récupérer les données tant qu'elles ne sont pas périmées, entre guillemets. Et ensuite, avec les use mutations, on peut utiliser encore un autre utilitaire pour invalider le cache si on veut le faire à la main. Si on a pour un petit exemple, si on a une liste d'utilisateurs, on dit à TanStack Query de ne pas le refetch avant 10 minutes. Si on crée un utilisateur entre-temps, on va vouloir expliciter à TanStack Query de refetch la liste des utilisateurs pour pouvoir la récupérer.
Et du coup, là, moi, j'ai une question. C'est, OK, iPhonics, il a codé ça comme ça. Il a peut-être utilisé un pattern flux, peut-être TanStack Query. Mais ça, c'est du Astérix ou c'est du Obélix? C'est le truc qu'on fait tous les jours, nous. Mais à votre avis, c'est quelle stratégie, ça? En fait, c'est du Obélix. Et je le prouve. Si on reprend tout à l'heure, Panoramix qui disait Obélix, va me chercher un ingrédient. C'est un peu, va me chercher la page 1. Et là, bah, OK, je vais chercher la page 1. J'attends. Ah bah, il me faut la page 2. OK, va me chercher la page 2. Et je vous fais pas un dessin, mais ça marche aussi pour la page 3. En fait, si, il y avait un dessin, mais voilà. Alors que Astérix, c'est plutôt va me chercher tous les ingrédients, toutes les pages des ingrédients, et il va aller chercher la page 1, la page 2 et la page 3, et même la page 4, même si on n'en aura peut-être pas besoin, mais il va tout chercher d'un coup, et après on n'attend plus entre chaque demande. Et ça, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de coder. Alors du coup, dans cette métaphore, on avait dit oui, mais le problème de la stratégie d'Astérix, il faut gérer les ingrédients. Ça, en fait, on peut appeler ça comme on veut, mais du cache, un store, un state, mais c'est des données côté client qu'il va falloir être capable de gérer. Et le problème, c'est quand on gère des données clients, à un moment donné, elles sont plus fraîches. Et c'est un peu comme nos ingrédients. Et donc, potentiellement, en termes de stack query, on dit données state, mais en gros, il faut aussi gérer des invalidations de cache. Et beaucoup plus si vous dites, je vais chercher toutes mes données, plutôt que j'allais les chercher au fur et à mesure. Par contre, il y avait un avantage à la stratégie d'Astérix, c'est qu'on avait dit, le camp romain, il y a du stock, du coup, il peut vivre s'il y a un siège. Ça, en fait, je peux marcher hors ligne. J'ai les données nécessaires pour que ça marche. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Et donc, on se dit, ok, c'est parti. Peut-être je devrais essayer de faire de la stratégie Astérix dans mes applications. Je vais gérer les données moi-même, je vais tout télécharger au début, puis je vais gérer ça. Mais est-ce que j'ai besoin d'une lib pour m'aider à faire ça? Enfin, moi, je sais gérer des données. Est-ce que c'est si compliqué que ça? On essaye conceptuellement. Je dis ok, c'est parti, je mes données, je vais les mettre dans une const. Je commence très naïvement. Mes ingrédients vont utiliser les données de cette constante. Jusque-là, c'est pas dur, j'ai pas besoin de lib, je sais faire. Et puis si j'ai quelque chose à changer, je vais modifier cette constante. Tout va bien. Premier problème. Les frameworks classiques, en général, ne sont pas réactifs sur une constante. Il va falloir mettre du Scotch Framework pour dire quand cette valeur change, il faut que tu te re-render. En React, c'est un contexte. C'est déjà un petit peu plus compliqué, mais j'arrive encore à gérer. Je ne vais pas faire un npm install pour si peu. Deuxième truc, c'est qu'on a dit, il faut quand même, une fois qu'on a modifié nos données en local, il faut quand même notifier le serveur dans un second temps que ça a changé. Donc, soit je fais un proxy en JS, soit je fais des getter-setters, on s'en fout, mais il faudra bien qu'il y ait quelque chose qui dise cette donnée, tu modifies la constante, mais tu fais l'appel réseau pour faire le put ou le patch, le post pour que ça marche. Ok, en vrai, ça, j'arrive encore. Après, on a été habitué au luxe de TanStack Query, la gestion de loading, de cache et d'erreurs un peu gratuite. Bon, là, ça commence à être plus compliqué. Et si ça ne vous suffit pas, je vais vous assommer avec ce point-là. Il y a un truc là, c'est que si je modifie mes ingrédients, le rond rouge, ça va modifier la constante, mais en fait, ça va re-rendre les ingrédients, mais aussi les recettes, parce que la constante change, et voilà. Donc je pourrais faire des use memos, mais ça veut dire qu'on a dit qu'on allait charger les grandes quantités de données, et on va dupliquer dans tous les mémos pour vérifier, pour pas re-render pour rien. On va faire x3 ou x4 sur la quantité, c'est pas possible. Donc les mémos, c'est non. Et je pourrais dire, c'est pas grave, je re-render à chaque fois, mais vu que j'ai toutes mes données, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais changer un truc, je re-rends toute mon application, c'est non. Là, il nous manque une brique technique. Et cette brique technique, je vous la présente, ça s'appelle le différentiel Dataflow. Un peu inconnu au bataillon. Ça vient d'un article de Microsoft, c'est une screenshot. Je vous laisse 30 secondes apprécier la simplicité et l'élégance de la proposition. On vous posera des questions oui, mais c'est bien sûr. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Voilà. Je ne vais pas vous dire comment ça marche parce que c'est vraiment compliqué, ça mériterait un talk à part entière et je ne serais même pas sûr d'y arriver. Par contre, pour avoir la sensation, on peut se dire à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça fait en fait un différentiel Dataflow? Et pour ça, on va imaginer qu'on a une table classique. Vous êtes en Postgre, SQL, enfin ce que vous voulez, un truc simple. Ce que c'est faire Postgre, c'est j'ai mes colonnes, je fais une requête SQL, et la question auquel Postgre sait répondre, c'est quelles sont les données dans ma table qui répondent à cette requête SQL. Ça va, j'apprends rien à personne, je pense. Un différentiel Dataflow, c'est fait pas ça. Il y a toujours une notion de données ou de table. Il y a toujours une notion de requête. Alors, SQL, c'est une façon de parler, c'est du pseudocode, on la met comme on veut. Et la question à laquelle va être capable de répondre un différentiel Dataflow, c'est supposons que j'ai un changement. Par exemple, là, je fais passer mon miel de 354 à 80. Quelles sont les requêtes qui sont impactées par ce changement? C'est un peu what the fuck, mais c'est incroyable. Du coup, ça veut dire qu'on sort avant, on a l'habitude dans SQL de faire un paradigme où je fais une requête, j'ai ma réponse,
puis tant pis. Là, on parle plus de live query. Je fais une requête, ça reste ouvert et c'est tout le temps à jour. Si ça change, ça pop. De façon hyper performante, d'où le papier qui est compliqué. C'est genre sub-millisecondes, c'est zinzin. Il y a des impèmes dans plein de langages, et ça, c'est clairement un truc que j'avais pas envie de recoder moi-même. Mais du coup, maintenant qu'on a ça, cette brique technique, bah c'est trop bien, j'ai plus ce problème de réactivité. Du coup, je peux vraiment me permettre d'avoir beaucoup de données dans mon front et gérer ça aux petits oignons. Et je vais juste dire, bah, je vais appeler ça des collections, c'est plus simple, c'est par un provider, voilà. Ici, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que j'exprime que j'ai une requête avec un prédicat, where, join, filter, voilà. Et puis là, bah, c'est juste dire bah, ma collection, update item ou create item, et voilà. Et bah ça, c'est un sac DB. Exactement, merci beaucoup. Du coup, TanStackDB, bah, comme a commencé à vous le dire Delphin, c'est blazing fast, hein, avec le différentiel Dataflow. On nous promet des réponses de requêtes en quelques millisecondes, même quelques dizaines de millisecondes grand maximum. C'est réactivité fine parce que on va vraiment re-rendre uniquement ce qui a besoin de changer. Pareil, tout ça grâce au différentiel Dataflow. Et ce système mis en place va nous amener beaucoup de choses, beaucoup de petites wins en plus, comme l'optimistic update par défaut. Et du coup, si on doit vous décrire vraiment qu'est-ce que c'est TanStackDB, bah pour ça, on a repris la première phrase du premier article de TanStackDB, de l'annonce de TanStackDB. C'est une couche de base de données côté client, propulsée par le différentiel Dataflow, qui se branche directement sur vos appels useQuery existants. Donc on voit que dans le premier article de TanStackDB, on a vraiment cette logique de profiter de TanStackQuery pour implémenter un nouveau pattern. Utiliser TanStackQuery pour passer d'Obélix à Astérix. Et du coup, moi, quand je vois tout ça, je me dis, bon, est-ce qu'on referait pas l'app d'iPhoneX quand même, pour voir à quoi ça ressemble si on ferait du Astérix à la place d'un Obélix. Et bien, c'est parti, faisons ça ensemble. Donc, la première chose à faire, ça va être la base de TanStackDB, les collections. Il va falloir définir les collections pour TanStackDB. Donc pour ça, on a un petit utilitaire, créer de collection. Dedans, on va lui passer quel type de collection on va créer. On rentrera plus dans les détails là-dessus plus tard, mais pour l'instant, on va créer une collection de type query. C'est la collection, la première qui a existé, c'est celle qui se base sur TanStackQuery. Comme elle se base sur TanStackQuery, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup changer nos habitudes. Les paramètres qu'elle va prendre, c'est copier-coller ceux qu'on va mettre dans le useQuery. Donc on garde la notion de clé de cache, ce genre de choses. On rajoute un petit paramètre qui va permettre à TanStackDB de bien identifier chaque élément de sa collection pour pouvoir re-rendre les choses vraiment uniquement quand on en a besoin. Et ensuite, on va définir des persistence handlers. Donc les persistence handlers, ça va nous permettre de dire à notre collection TanStackDB comment elle doit réagir aux actions utilisateurs. Donc par exemple, la première, c'est onInsert. Donc ici, dans le petit code qu'on a là, on va dire à notre collection TanStackDB, si l'utilisateur il crée une recette, tu dois appeler cet endpoint. Donc on voit ici le API.createRecipe. Comme TanStackQuery, TanStackDB, il ne connaît pas votre API, c'est vous qui lui dites qu'est-ce que vous voulez utiliser. Donc voilà, c'est simple. Ensuite, on a un petit onUpdate, donc pareil. Si l'utilisateur modifie un élément, qu'est-ce qui se passe? Donc pareil, on lui renseigne l'endpoint appelé. Et pareil pour le onDelete. Donc voilà, tout ça c'est simple. Et ensuite, on a fini. On a fini notre collection, elle est prête à l'utilisation. Donc là, si vous l'avez remarqué, c'est la collection des recettes que je viens de faire. On fait la même chose pour les ingrédients. Comme vous le voyez, c'est pas bien compliqué. La seule chose qui change, ça va être la clé de cache et les différents appels réseau, parce que bah, évidemment, on ne va pas appeler les mêmes endpoints. Mais voilà. Ensuite, maintenant qu'on a nos collections qui stockent nos données, on est content. Ce qu'on veut, c'est pouvoir les afficher sur les écrans. C'est quand même pratique. Donc pour ça, c'est les live queries. Delphin a commencé à en parler, mais la manière dont ça fonctionne dans TanStackDB, c'est la suivante. Prenons ce qu'on a dans TanStackQuery. TanStackQuery, comme on vous l'avait montré, on a un useQuery, une fonction de fetch, une clé de cache, et tout va bien. Ça marche tout seul, c'est magique. En TanStackDB, vous allez peut-être avoir un peu peur en voyant ça, c'est un poil plus verbeux. On change de hook mis en place, c'est le useLiveQuery, et le useLiveQuery va nous donner un petit paramètre Q qui va nous permettre de faire des requêtes, de définir nos requêtes. Donc là, on va utiliser un from pour dire à TanStackDB, on va chercher la donnée depuis la collection des recettes. On va utiliser un where pour lui dire, par exemple, des filtres. Ici, c'est la recherche. On a une barre de recherche dans la liste des recettes. C'est ici qu'on va le mettre. On va mettre un order by pour que les résultats sortent dans l'ordre que l'on veut. Et le limit et l'offset, ici, on l'utilise pour faire de la pagination. Donc là, vous allez me dire,
c'est bien beau, là, vous nous dites TanStack Query, il faut passer à TanStackDB, machin, mais comme ça n'a pas l'air plus simple. Mais la chose qu'il faut savoir, qu'il faut retenir, c'est que TanStackDB, votre back, il va renvoyer toute votre donnée. Donc en fait, tout ce que vous allez faire ici dans votre live query, c'est des choses que vous n'allez pas faire côté back. D'habitude, dans l'exemple TanStack Query juste à gauche, c'est le back qui gère la pagination, c'est le back qui gère les filtres, donc c'est beaucoup de complexité qui est côté back, et ici elle est ramenée côté front. C'est aussi pour ça que c'est un poil plus compliqué. Donc on a fait la live query pour récupérer la liste des recettes, on va faire celle pour récupérer la liste des ingrédients et celle pour récupérer la liste des ingrédients d'une recette. Et ce qui est pratique, c'est que ça nous montre d'autres exemples d'utilisation de la syntaxe de query de TanStackDB. On peut enchaîner les where, donc comme ça nous permet d'avoir plusieurs conditions, plusieurs filtres. Et on a aussi une syntaxe pour faire des jointures. Donc ici, on va faire une jointure entre nos deux tables pour récupérer les ingrédients d'une recette. On peut voir que on a peut-être une petite inspiration SQL sur la syntaxe, mais comme ça nous permet de ne pas nous perdre. C'est assez pratique. Ensuite, on a notre application, on sait où on stocke nos données, on sait comment on les affiche, qu'est-ce qui nous manque, comment les utilisateurs interagissent avec. Ça, c'est un stack query. Donc c'est une mutation TanStack Query. Donc on a notre use mutation, on a nos invalidations de cache faites à la main, et ensuite on utilise le mutate pour déclencher l'appel. Là déjà on est un peu moins tout simple que le use query. Et là, c'est là que c'est un des points où TanStackDB brille. En fait, une mutation, c'est un appel, c'est une fonction, et un appel de ma collection, j'update, et voilà. Et ça fait tout seul. Donc là, le code qu'on a écrit pour la query, on ne l'écrit pas pour la mutation. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique. Et tout ce qui est invalidation du cache, gestion des re-rendus, ce genre de choses, c'est TanStackDB qui gère. Nous, on n'a vraiment rien à faire. Et du coup, on va pouvoir voir ce que ça donne dans une petite démo. Je vais ressortir la petite application d'Anphonix que j'ai toujours sous le coude. Hop, parfait. Comme c'est pratique aujourd'hui avec l'IA, même en -50 avant Jésus-Christ, en fait, ça a été fait pendant que je parlais. Donc voilà, je clique sur un petit bouton et tout va bien. On a notre appli TanStackDB. Donc, comme vous l'avez vu, quand j'ai été sur la page des ingrédients, on a eu un petit chargement en début. Donc ça, c'est le moment où TanStackDB va récupérer toutes les données. Mais à présent, comme on vous l'a montré, nous, avec TanStackDB, on a récupéré toutes les données. Donc en fait, si j'appuie sur le bouton suivant, je n'ai pas de chargement, c'est instantané. Parce que toutes mes données sont en local, donc en fait, le filtre il est instantané. Si je retourne sur la version TanStack Query, pour vous remontrer un exemple, si je clique sur suivant, là c'est du Obélix, on retourne chercher la page à chaque fois. Donc on a un chargement à chaque fois. Hop, je repasse sur TanStackDB. Et ce qui est trop cool, c'est que si je vais dans la page de détail d'un ingrédient, je vois que j'ai ma fiole de potion magique, j'ai actuellement 3 fioles dans mon village. Si je veux augmenter la quantité, passer à 10, je vais vous demander de faire attention à un endroit précis parce que ça va aller vite, donc je vous préviens avant, mais regardez bien le stock actuel. À l'instant où je vais cliquer sur enregistrer la quantité, ça change. Il n'y a pas aucun loader, le bouton enregistrer la quantité, il n'y a pas de loader. Si vous vous rappelez sur TanStack Query, on a un loader, ça recharge toute la page parce que la requête se refait. Ici, on n'a pas de loader, on modifie d'abord la donnée en front et c'est TanStackDB qui va s'occuper de la synchroniser avec le back-end. On pourrait se dire, ok, ça c'est bien beau, mais s'il y a une erreur, comment ça se passe? Parce que si la synchronisation se passe mal, moi j'ai pas envie d'avoir des mauvaises données. Bon, ils étaient un peu superstitieux en -50 avant Jésus-Christ, donc on n'a pas le droit de rentrer le stock 666 dans l'application. Donc pareil, je vais vous demander de regarder ce qui se passe ici, sur le stock actuel. Si j'enregistre la quantité, on va avoir le stock qui est passé à 666, parce qu'on a quand même fait le changement côté client, mais une fois qu'on a eu l'erreur, TanStackDB a rollback. C'est le principe de l'optimistic update. On update en avance en se disant on est optimiste, tout va bien se passer. Si ça se passe mal, on rollback. Dans ce cas-là, c'est peut-être un peu bizarre pour l'utilisateur, mais dans 99% des cas que ça marche, il n'y aura aucun problème. Et pour tous ceux qui ont déjà implémenté de l'optimistic update avec TanStack Query ou avec n'importe quel autre outil, vous serez d'accord avec moi que le fait d'en avoir à écrire aucune ligne de code pour gérer que ce soit l'update ou le rollback, c'est quand même assez plaisant. Hop. Et du coup, je reprends mon micro. Et du coup, on avait une appli avec TanStack Query.
On a rajouté une petite couche de TanStackDB par-dessus. Donc on a toujours TanStack Query qui tourne en fond parce qu'on a choisi d'utiliser TanStackDB de cette manière et ça nous a permis de migrer facilement l'application. Mais nous, on ne touche plus du tout à TanStack Query en direct. On ne touche plus qu'à TanStackDB. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, TanStackDB, il n'est pas obligé de fonctionner avec TanStack Query. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire du stockage in-memory. Ça s'appelle la local only collection. C'est quand on fait le create collection au départ, c'est une des options qu'on peut lui donner. Et ce que ça va nous permettre, c'est par exemple de remplacer un store. Donc tout ce qu'on avait vu, les Redux, ce genre de choses. En fait, si vous avez des données qui sont uniquement côté client et que vous utilisez déjà TanStackDB pour d'autres parties de votre application, vous pouvez faire une collection local only et vous garderez toute la DX de TanStackDB avec vos données en local. Ça peut être pratique. Un autre point hyper intéressant qui n'a pas grand-chose à voir avec le premier, c'est prototyper sans back-end. Je ne sais pas s'il y a des devs front dans la salle qui ont déjà dû faire du front avant que les endpoint back soient prêts. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant ça, en tout cas moi ça m'arrive. C'est toujours un peu embêtant de moquer ce genre de choses. En fait, avec TanStackDB, on définit notre collection, on la définit en local only, et comme ça, on peut travailler comme si on avait du back-end, et le jour où l'endpoint il est dispo, on a juste à redéfinir la collection, mais tout le reste de l'application, il ne va pas changer. Les updates, ça va être les mêmes, les use live queries, ça va être exactement les mêmes. Donc c'est quand même vraiment pratique pour avancer en avance de phase. C'est aussi pratique pour les tests. Si ça marche bien pour coder sans back-end, forcément, ça fait une bonne séparation et ça marche bien pour les tests. Et du coup, si on part sur les avantages de TanStackDB au global, on n'a aucun temps de chargement après le chargement initial. Donc on a eu un chargement initial, forcément, il faut quand même récupérer les données, mais à partir de ce moment-là, c'est tout instantané, donc c'est quand même vraiment, vraiment très agréable pour l'utilisateur. On a de l'optimistic update par défaut. Je sais, j'en parle beaucoup, mais pour l'avoir implémenté, j'aime bien quand c'est par défaut. On a aussi une séparation of concern qui est encore plus appuyée. Déjà avec TanStack Query, c'était déjà un peu le cas, on séparait déjà pas mal les choses, mais là, on a vraiment nos collections dans lesquelles on va s'occuper de tout ce qui est appel réseau, que ce soit post ou get. Et ensuite, dans l'application, on ne va jamais se poser la question de comment le réseau fonctionne. C'est tout TanStackDB qui va faire. Du coup, c'est vraiment séparé en deux. Et du coup, ça amplifie tous les avantages de ce pattern-là. On a une DX aux petits oignons, donc une développeur expérience. Ça, c'est aussi, c'est un peu de la triche, parce que c'est aussi beaucoup hérité de TanStack Query, qui avait déjà une DX très très bonne, mais quand on voit les mutations et ce genre de choses, c'est vraiment génial. Et du coup, un peu le résumé de tout ça, c'est qu'on a une performance perçue au maximum. Donc l'utilisateur, vous ne pourrez pas vraiment avoir une app plus performante pour lui, parce qu'en fait, c'est de l'instantané. On ne peut pas trop aller plus vite que de l'instantané, ou alors il faut commencer à lire dans son esprit. Et ça, il n'y a pas encore de librairie TanStack qui existe pour ça. Peut-être que ça arrivera un jour. Et là, vous allez me dire, attends, le plan, c'est de charger toutes les données dont j'ai besoin au départ, et après de vivre sans avoir besoin d'appel réseau. Mais si tu as 200 pages, ça se passe comment? Parce que tu es mignon avec tes 10 ingrédients sur ton app de démo. En vrai, là, dans le cas des ingrédients, on a fait le calcul. 200 pages, 10 ingrédients par page, ça fait environ 2000 ingrédients. Voilà un exemple d'ingrédient. Ça fait 635 kilooctets. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, 635 kilooctets? Sur une 3G, ça va mettre 635 millisecondes à se faire DL, et sur une fibre, c'est moins de la milliseconde. Okay. Sauf que ce n'est pas vraiment le vrai temps, ça c'est vraiment le temps lié à la quantité de données que vous téléchargez, mais il y a deux choses quand on attend un appel réseau. Il y a la quantité qu'on télécharge, mais il y a aussi la latence, c'est-à-dire le temps d'accéder au serveur, le fameux voyage qui prendra pour un octet ou 1 giga le même temps. Et ça c'est des latences moyennes pour accéder à un serveur AWS à Paris quand on est quelque part en France. Donc c'est plutôt, on est dans les bonnes conditions. En 3G, ça dépend aussi de la qualité du réseau, mais on est entre 80 et 500 millisecondes, et en fibre, on est entre 5 et 30 millisecondes. Je pense que ce qui nous intéresse là maintenant, c'est la proportion, c'est de se dire qu'en fait, le bleu, je le payerai à chaque fois. Si je décide de faire 10 queries pour mes 10 pages, je vais payer 10 fois le bleu. Le rouge, c'est ce qui va grossir proportionnellement au nombre de données que je charge. Franchement, en fibre, il n'y a pas de débat. Bien sûr qu'il faut tout charger d'un coup et faire le moins de requêtes possible. En 3G, il y a débat, mais ça dépend combien vous allez faire de requêtes. En 4 requêtes, vous avez déjà payé le prix du rouge avec le bleu. Donc en fait, voilà. Là, vous allez me dire, OK, tu as pris des petits ingrédients, 2000 pages. Si tu as 20 millions de pages, alors même si je vous dis que ça passe, vous me demandez à 20 milliards, il y a bien un moment, il faudra que ça s'arrête.
Et donc, TimestackDB a quand même prévu le truc. Vous pouvez prendre une collection normale et lui dire, en fait, maintenant, tu es on-demand et tu transformes une collection qui faisait du Astérix en une collection qui fait du Obélix. Comment ça marche dans le code? La collection de base qui fait du Astérix. Vous lui rajoutez SyncMod on-demand. Vous doutez bien, il faut un petit peu plus de choses que ça parce que ça ne fait pas de la magie non plus. Vous récupérez dans votre query function un contexte. Ce contexte, bon, je vous passe les détails, mais il contient toutes les infos de filtre ou de tri dont l'utilisateur a eu besoin. Vous faites votre fonction, je vous épargne les détails, mais c'est du code bateau, du Scotch, pour les transformer par exemple en query param. Vous les rajoutez à votre requête. Fin du buzz, ça marche. C'est quand même cool. Enfin, et là, vous avez une pagination à l'ancienne, alors que vous avez l'impression de manipuler une collection infinie. Et moi, au début, je pensais que le 5 mode on-demand, c'était un peu le go-to de TimestackDB. Genre, en fait, on va que faire ça. Vous êtes mignons avec vos petites données. Peut-être pour des info-users, je ne vais pas en faire, mais dans des gros trucs, je vais toujours faire du on-demand. Et ça, c'était avant de découvrir le local first. Local first, moi, je ne connaissais pas, c'est en tirant TimestackDB que je suis tombé dessus. Je ne sais pas si c'est un mouvement, enfin, en tout cas, c'est une grosse vibe. Il y a des conférences grosses comme le DevLille qui ne parlent que de Local First. C'est le Local First Conf. Il y a des podcasts pour Local First. C'est vraiment un truc qui se lance. Il y a beaucoup de gens sérieux qui disent que c'est l'avenir de comment on va coder des applis web. Il y a aussi beaucoup de gens sérieux qui disent des bêtises. Vous ferez votre avis, mais en tout cas, il y a quand même des gens comme ça. Et donc, qu'est-ce que le Local First? C'est cette règle, un peu comme le Fight Club. Et en vrai, c'est cette qualité que votre application doit avoir pour se proclamer Local First. Première règle, pas de spinner. Moi, j'aimerais bien avoir ça. C'est une vraie démo d'une app Local First, ça, qui tourne. Ça fait quand même drôle. Ça fait rêver quand même. Hein. Deuxième règle, Internet doit être optionnel dans votre appli. Ça doit marcher en ligne comme en ligne. Juste si c'est en ligne, c'est mieux, mais voilà. Troisième règle, the long no, peut-être moins intuitif, c'est si j'ai travaillé sur cette appli il y a 5 ans et que je retourne dessus après, même si la boîte qui a fait l'a fermée, je dois pouvoir y accéder et travailler dessus. Quatrième, sécurisé et privé par défaut. Et on doit avoir l'ownership complet de nos travail qu'on produit sur cette appli. Là, toutes ces règles qui font rêver, Excel 2003, il l'avait. Je lançais mon Excel 2003, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou 2007. Je n'avais pas de spinner, après tout était là. Le network, oui, je peux faire du Excel sans Internet, ça marche. Le long no, si je retrouve un ordi dans la grange de ma grand-mère qui démarre encore, je peux faire du Excel dessus. C'est sécurisé et privé par défaut, à moins qu'on hack mon ordi physiquement, mais on peut hacker n'importe quel cloud. Tu vas pas hacker mon Excel, il est sur mon ordi. Et j'ai l'ownership et le contrôle. Si je veux donner mon tableau à Lucas, je le mets sur une clé USB, je lui file. Enfin, c'est mon travail, c'est à moi ça. Et donc il manque 2 règles là, qui font qu'un local first, qu'on a créé un truc un petit peu plus récent que Excel 2003, c'est votre travail n'est pas trapped dans un device. Donc ça, c'est des trucs qu'on a par défaut dans la façon traditionnelle de faire. Bien sûr que c'est pas trapped dans un device. En Excel, ça l'était pas. Et la dernière, c'est les collaborateurs doivent voir vos changements. Et donc, on a ces ensembles de règles. Moi, je les coupe en 2. En gros, les règles que Excel avait de base et les règles que j'ai pris un truc au pif qui rame un peu, Jira a de base. Voilà. C'est vraiment au pif. Et en gros, moi, c'est un peu comme le mobile first. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que le mobile first, c'était faire un truc responsive qui marche sur mobile. Alors qu'en fait, ça va plus loin que ça. C'est designer mon geste utilisateur sur mobile, puis derrière, l'agrandir. C'est plus facile d'agrandir que de rétrécir. Et ça se sent quand le PM, le designer, tout le monde a bossé sur mobile d'abord pour ensuite partir sur le plus grand. Et là, c'est pareil. Est-ce que vous voulez partir d'un Jira pour rajouter des fonctionnalités pour enlever les loaders et essayer d'avoir un espèce d'Excel Jira, ou est-ce que vous voulez faire du local first, du coup le fameux first, dire en fait mon appli c'est plutôt Excel de base et je vais essayer juste d'y rajouter des fonctionnalités d'interconnexion et voilà. Et donc la recette, comment on fait du local first? 2 étapes, c'est très simple. Première, vous téléchargez la terre entière, donc tout ce dont vous avez besoin pour travailler, ce que là je sais faire. Et deuxième, on ne s'échange que les petits diffs de données de ce qui a changé, soit ce que moi j'ai changé, soit ce que les autres ont changé. Facile, hein? Un exemple, moi je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe quand je charge Figma le matin là. Il fait quoi là? Parce que, ok, il y a un loader, mais en vrai il fait quoi? Il fait du DOM quoi? Maintenant vous avez la réponse, il télécharge la terre entière. Mais par contre, une fois que c'est bon, vous l'utilisez comme si vous étiez sur Illustrator ou Photoshop en local, c'est juste blazing fast comme on dit. Voilà, on a compris qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée, même si c'est pas nous qui l'avons eu. Et donc, en gros, quand je fais une modification sur une app traditionnelle, on sait ce que c'est. Je fais mon appel HTTP, ça va écrire en base de données, ça revient, j'ai un code retour de sort. Okay.
quand je fais une modification sur une app local first, j'ai toujours ma DB, mon serveur et l'app. C'est juste que moi, je vais la faire d'abord dans ma DB locale, comme si je modifiais mon fichier Excel local un peu. Et ensuite, dans un deuxième temps, cette DB va se synchroniser avec le serveur et ma DB. Et si quelqu'un d'autre faisait des modifs de données, il faut que mon serveur soit capable de s'en rendre compte, de pousser ça dans ma DB locale. Et comme elle est reliée via une DAF query, je vois la modif. Et du coup, c'est en temps réel. C'est comme ça qu'on fait du local first. Et donc, notre serveur, il fait plus trop du CRUD, en fait. Il doit surtout avoir ce qu'on appelle un sync engine. Qu'est-ce qu'un sync engine? Il y en a plein. Déjà, juste ça existe, vous n'êtes pas obligé de le coder. Et ça fait globalement deux choses. La première chose, c'est que c'est capable d'émettre des événements pour synchroniser les changements. Spoiler alert, ça utilise du différentiel dataflow, donc c'est utile. Et la deuxième chose, c'est que c'est capable de fusionner les conflits. Donc je ne vous dis pas que ça va faire de la gestion de conflits intelligente comme vous feriez sur GitHub. Hein. Ça va faire ce qu'on appelle gérer les changements concurrents, c'est si deux personnes sont en ligne, font des choses, quand on les réconcilie, les deux personnes verront la même chose, même si c'est un peu pourri. C'est paraît pas, mais c'est super compliqué. C'est encore des maths. Et du coup, mon back-end, qu'est-ce qu'il fait dans tout cet écosystème? Il fait plus du tout ce qu'il faisait avant. Déjà, il fait plus le métier, c'est le front qui le prend, enfin la grande majorité. Donc en gros, il charge le contexte initial. Bah, ça, en gros, c'est le CRUD qu'on a toujours connu, c'est juste que ça va envoyer un peu plus de données, mais ça va. Il utilise un sync engine, où il valide les inputs utilisateurs qu'on veut quand même ne pas déléguer au front en cas de sécurité ou quoi que ce soit. Et dans le même genre, il fait l'autorisation et l'authentification. Mais c'est tout. La majorité de mes règles métiers deviennent côté front. C'est pas des hippies dans un garage qui font ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent peu ou partie, enfin, soit tout, soit partie de ces principes-là, qui sont classés du moins local first au plus local first. Mais par exemple, Google Doc, qui n'a pas du tout the long now, si Google ferme, vous n'avez plus accès à vos documents, ciao, c'est pas local first. Mais pour autant, il y a du sync engine, il y a de la collaboration, il y a de la gestion de conflits avec des CRDT. Enfin, ça utilise beaucoup de techno qu'on prend dans le local first. Et vous pouvez aller jusqu'à la fin, jusqu'à Obsidian. Si vous lui branchez un sync engine, vous avez le full ownership, tout marche. C'est aussi synchronisé si vous mettez le sync engine et ça marche. Voilà. Et juste pour la petite info, Linear, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu le nouveau Jira. Eux, jour 1 de leur startup, ils ont codé un sync engine. Et comment ils le vendent sur leur page, c'est essayez-le, vous allez le sentir. Ils n'ont rien d'autre à dire. Et bah, il se trouve que ça marche. Ouais. Ça marche sacrément bien. Et donc, voilà, je suis en train de vous faire la grosse pub, mais est-ce qu'il faut vraiment faire du local first? Enfin, c'est toujours comme ça quand on voit une conf, on a envie d'en faire, et puis après on voit la vraie vie. Déjà, premier truc, c'est que ça ne s'applique qu'à ce que j'appelle application. Quelque chose qui aurait pu être Excel ou Photoshop, ou un truc que vous auriez pu avoir envie d'avoir en desktop sur votre ordi. Un e-commerce n'est pas une application. Et je me verrais mal télécharger l'ensemble du catalogue d'Amazon à la première connexion. Voilà, c'est logique. Par contre, mon fichier Figma, ça a plus de sens. La deuxième chose, c'est que ça change complètement les habitudes. Entre autres, avant, c'était les back-ends qui codaient le métier, maintenant, c'est les front-ends. Coder des règles métiers, il y a quand même un peu de théorie autour de ça. On fait des DD, on apprend à structurer avec des patterns. Ce ne sera plus les mêmes personnes qui le feront. Ça change. Ça implique de se marier avec son sync engine. Ça, c'est un des trucs qui me fait le plus peur, moi. Et clairement, c'est quelque chose qui serait dur à changer dans le futur si vous vouliez en changer. Vous pouvez aussi le recoder vous-même. Je vous souhaite bonne chance, mais de tout mon cœur. Je ne dis pas que c'est pas possible, il y en a qui le font, mais c'est chaud. Et quand je dis se marier avec son sync engine, oui, ok, j'ai mis un cadenas pour dire celui-là, il est vendor locké, c'est vrai, mais en vrai, un sync engine, c'est pas compatible avec toutes les DB, ça n'a pas les mêmes perfs en fonction des DB, vous vous doutez bien. Enfin, et donc, en vrai, vous vous mariez plus ou moins avec votre DB aussi. Quand vous en avez choisi un, bah, derrière, ça va un peu découler le choix de la DB. En général, ils ont des SDK côté front pour avoir ces fameuses live queries et tous les échanges réseau de back à front. Du coup, vous vendor locké aussi côté front. Et du coup, est-ce que ça serait pas mal, juste déjà côté front, le truc qui gère toutes nos règles métiers, qui devient le truc le plus important un peu pour nous à ce moment-là, d'avoir un petit unstack DB qui fait l'abstraction. Dit, tu peux passer d'un sync engine à un autre. Moi, je trouve que c'est cool. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, TunStackDB, c'est ce que présentait Lucas. Il marche très bien avec un backend classique, avec du TunStack Query. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi lui brancher un Sync Engine, c'est juste pas le même type de collection. Et du coup, vous pouvez faire une migration progressive ou même intelligente. Ce use case dans mon SaaS, il a besoin de Sync Engine. L'autre, en fait, du query, ça marche très bien. Enfin, tout ça, c'est possible parce que lui, il fait juste une abstraction complète, que ça soit in-memory, local storage, ou alors un de ces 4 Sync Engine qui sont quand même un peu connus dans ce monde-là. C'est pareil pour vous, à la fin vous parlez à une collection, vous faites des live queries, c'est fini. Donc c'est quand même cool.
Et du coup, après, faut-il faire du local first? Faut-il faire du TanStackDB? On a beaucoup parlé en bien, on ne pense pas que c'est un défaut. L'idée, c'est pas de vous dire, vous commencez une app, vous faites du TanStackDB. Déjà, on va reprendre les 2 premiers arguments de pourquoi faut-il faire du local stack. Ça ne s'applique qu'aux applications. Malheureusement, le site de Monoprix sur l'application d'iPhone X ne pourra pas passer sur TanStackDB, par exemple. Ça change les habitudes. Les fronteux ne vont plus faire que centrer des divs. Il est dur. Je suis dev front. Hein, Il est dur. Les live queries ont des limites. On est basé sur, on a vu que c'était beaucoup basé sur la même syntaxe que SQL, donc on peut avoir l'impression que ça marche exactement pareil. Il y a certains cas, et c'est une des causes de l'utilisation du différentiel Dataflow, où ça fonctionne pas exactement pareil. Donc des choses où on se dit c'est extrêmement facile en SQL, ça va aller super facile avec ça. En fait, ça marche pas. Et c'est quand même une learning curve. Donc voilà, nous, rien que pour comprendre, ça nous a pris du temps. On vous a fait votre conf, donc ça devrait prendre un peu moins de temps pour vous, mais utiliser l'outil, ça demande quand même d'apprendre un peu. Et on a une deuxième partie, faut-il faire du TanStackDB maintenant? Et là, on va vous répondre non, pas trop, parce que c'est encore en bêta. Vous l'avez vu, ça a été annoncé il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, la version, c'est 0.5. Ils travaillent sur une V1. Mais du coup, on vous conseille que tant que c'est pas en V1, que ce soit pour éviter les breaking change ou éviter d'utiliser des choses pas stables en prod, on vous conseille d'attendre un peu, même si vous pouvez commencer à essayer. Et l'IA préfère TanStack Query. Donc ça, en soi, l'IA, elle peut aller scraper la doc de TanStackDB. Ils ont même mis à disposition des skills. Donc c'est un argument qui est de moins en moins vrai, mais quand on a commencé, c'était impossible de lui faire générer du TanStackDB. À chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il générait du TanStack Query. Donc bon, on a dû coder à la main, vous vous rendez compte? Quel enfer. Et du coup, on va se présenter. Donc moi, je suis Lucas Audard, je suis développeur front-end chez Collecto. Et moi, c'est Delphin Aubin, je suis staff engineer chez Collecto aussi. On va vous remettre le feedback, mais on travaille chez Collecto, on va faire vite. Hein. Le but, c'est pas de faire de la pub, mais on est une start-up parisienne qui fait de la e-facturation pour le Crédit Agricole. On recrute si jamais, on recrute à distance. Moi je suis sur Lyon, Delphin est sur Lille et pourtant on bosse tous les deux à Paris. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup de votre attention et c'est la première fois qu'on donne la conf, donc l'open feedback c'est très important. Je sais que pour vous ça peut paraître rien, mais en tant que speaker c'est vraiment primordial de savoir ce que vous avez pensé de la conf. Ça nous permet de l'améliorer, ça nous permet de savoir si on a réussi à vous transmettre ce qu'on voulait vous transmettre. Donc si vous pouvez prendre une petite minute pour le faire, n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou ce soir quand vous ferez les feedbacks de tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas. Merci.